tous, je suis ravie de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo et pour cette fois-ci ce ne sera pas un carnet de lecture. J'ai décidé de vous présenter mon bilan de l'année 2022 puisque nous sommes le 30 décembre donc l'année se termine et du coup c'est l'occasion de faire une petite rétrospective de toutes les lectures que j'ai pu découvrir tout au long de cette année. Et du coup, je vous propose de démarrer dès maintenant. Pour cette vidéo, je ne vous parlerai que des grosses découvertes qui ont été des coups de cœur ou presque, en tout cas des très très belles lectures. Je ne vous parlerai pas de mes flops. Voilà, tout simplement parce que j'ai pas trop envie de rester sur une note un peu négative. Je préfère vraiment vous présenter des livres qui m'ont marqué cette année pour vous donner des envies de lecture et je pense qu'il vaut mieux que vous vous concentrez sur ces belles découvertes et sur ces très belles lectures plutôt que sur des lectures qui, moi, m'ont un peu laissé de marbre, même si ça ne veut pas dire que ça vous laissera de marbre vous aussi, bien évidemment. Mais si vous souhaitez voir toutes les lectures que j'ai pu faire tout au long de l'année, bien écoutez, je vous propose de regarder mes carnets de lecture puisque je les reprends tout au long de l'année. On commence tout de suite avec les 3 romans policiers, 3 thrillers qui m'ont le plus marqué pendant cette année 2022. Alors je vais vous présenter des coups de cœur et des livres qui n'en sont pas, mais globalement ça a été des très très bonnes lectures et ce sont 3 lectures que je vous recommande chaudement. Si vous me suivez depuis un petit temps, le premier ne va pas être une grosse surprise pour vous puisque j'ai eu un énorme coup de cœur en mois de septembre quand je l'ai lu pour ce roman-là. Il s'agit de L'illusion du mal de Pier Giorgio Pulizzi que j'ai lu dans le cadre du Grand Prix des lectrices L. J'avais découvert Pier Giorgio Pulizzi avec le premier tome de sa saga qui est L'île des âmes. Celui-ci est donc un second tome. C'est le second tome des enquêtes de 2 inspectrices, Eva Cross et Mara Rice, qui sont 2 inspectrices qui vivent en Sardaigne. Voilà. Donc c'est assez original parce que pour ma part, je n'ai pas lu beaucoup, enfin je n'ai même jamais lu de romans qui se passent en Sardaigne, donc c'était vraiment une grosse découverte pour moi. Et franchement, quel thriller incroyable, vraiment. Si vous cherchez un thriller avec une mise en scène haletante, digne des plus grandes séries policières, n'hésitez plus, foncez, celui-ci va vraiment vous plaire. C'est un roman addictif avec une plume incisive et percutante. L'île des âmes était vraiment très très bon, mais alors celui-ci, il est un cran au-dessus, surtout que dans ce roman-là, enfin dans ce tome-là, vous avez un nouveau personnage qui ajoute un petit piquant supplémentaire qu'on n'avait pas dans le premier, et je pense que c'est pile ce qui nous manquait pour avoir un thriller parfait. Moi personnellement je l'ai adoré, donc si vous cherchez quelque chose qui vous fera dresser les poils, eh bien celui-ci c'est juste parfait. Le second thriller que je vous recommande chaudement, c'est Les Refuges de Jérôme Loubry que j'ai également découvert cette année. Je n'avais encore jamais lu un roman de cet auteur, donc c'est le premier que je lis. Et franchement, eh bien écoutez, j'ai été complètement subjuguée par sa plume, subjuguée par cette façon que l'auteur a de mener le lecteur par le bout du nez. Il fait ce qu'il veut de nous, hein, clairement. Il nous emmène un peu dans toutes les fausses pistes possibles et inimaginables et nous on y va, hein, les 2 pieds dedans. Voilà, c'est juste parfaitement bien mené. C'est une enquête qui se déroule en Normandie. C'est particulièrement noir, particulièrement bien ficelé. Il ne vous laissera pas indifférent, je pense, honnêtement. Et moi, c'est vraiment pas le dernier roman de l'auteur que je lirai. Je pense que je vais continuer ma découverte de cet auteur-là cette année. Probablement avec Les Sœurs de Montmaur qui me tente bien, qui doit être son dernier. J'ai vu qu'il en sortait un tout nouveau là, début de l'année, donc ça doit être en janvier-février. Donc je vais voir ce que ça va donner, mais honnêtement, celui-ci, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous aimez les thrillers psychologiques. Vous allez être complètement bluffé. Le troisième thriller complètement incroyable que j'ai découvert cette année, je ne l'ai malheureusement pas en ma possession puisque je l'avais emprunté à la médiathèque. Il s'agit du manuscrit inachevé de Franck Tillier. Franck Tillier était un auteur que je ne connaissais pas en fait, pour être entièrement honnête, c'est un auteur qui me faisait un peu peur. Je sais que c'est très 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 noir, mais je peux vous l'assurer, c'est très noir après avoir lu le manuscrit inachevé. Il faut vraiment être
solide psychologiquement pour lire ce genre de roman, c'est pas évident, mais c'est extrêmement bien fait. Un peu comme Les Refuges, mais dans un autre style. C'est très très bien ficelé. On n'est pas sur un thriller complètement psychologique, on est sur une vraie enquête, mais encore une fois, là, Franck Tillier, comme Jérôme Loubry, nous mène vraiment par le bout du nez, et c'est ça qui est incroyable. Le manuscrit inachevé est le premier tome d'une saga de 3 tomes au total, même si je pense que les enquêtes peuvent se lire séparément. Dans le manuscrit inachevé, on suit l'histoire d'une autrice de thriller d'ailleurs, je crois, il me semble de mémoire, dont la fille a été kidnappée des années auparavant. Et donc c'est un peu toute l'enquête, enfin tout va un peu s'accélérer. Et je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler ni rien et c'est un peu difficile de faire un résumé de ce roman, je trouve. Mais c'est extrêmement bien fait, extrêmement percutant, la plume est extrêmement incisive également. Donc voilà. Alors après, je sais que c'est peut-être pas le meilleur pour commencer Franck Tillier parce que il est vraiment très alambiqué et j'ai cru comprendre que les 2 autres tomes, donc Il était 2 fois et Labyrinthe, je crois que c'est le 3e tome de cette saga, sont quand même très très alambiqués également et il faut vraiment s'accrocher pour comprendre où l'auteur veut en venir. Donc je pense que c'est peut-être pas le meilleur pour commencer, mais en tout cas moi j'ai été complètement subjuguée par sa plume, subjuguée par son univers et ce qui est sûr c'est que ce ne sera pas mon dernier Tillier, loin de là. Après les thrillers, je vous propose de vous présenter 3 romans feel good qui m'ont particulièrement plu cette année. Et pour commencer, je vous propose de vous présenter un roman qui a été un véritable coup de cœur que j'ai lu ce printemps. Il s'agit de Grandir un peu de Julien Rampin, sans grande surprise. C'est un roman dans lequel on suit 3 personnages bien distincts. On suit une petite mamie, son petit-fils et une dame d'une trentaine d'années, je crois. Une femme d'une trentaine d'années, je ne sais plus. C'est Jeanne, c'est ça. Une femme d'une trentaine d'années, voilà, qui en peut plus de son couple, qui en a marre de sa vie et qui décide de, un peu sur un coup de tête de tout quitter et d'aller vivre loin. Et donc elle débarque chez cette vieille dame et son petit-fils et donc c'est une sorte de colocation un peu particulière qui va se créer entre ces 3 personnages. Et ce sont 3 personnages terriblement attachants. C'est juste émouvant, c'est grandiose. Franchement, ce roman, il m'a pris à la gorge, il m'a fait monter énormément d'émotions. J'en ai pleuré, je l'ai adoré. Et encore une fois, si vous recherchez un peu d'émotion, un peu de bienveillance, un peu de tendresse, eh bien, dirigez-vous vers Grandir un peu. Il ne vous décevra pas, vous pouvez me faire confiance. Autre roman qui est un roman extrêmement émouvant et pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur également. Il s'agit de ce roman-là, Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins de Alejandro Palomas. Roman que j'ai adoré. Dans ce roman, vous ferez la connaissance de Guillermo qui est un petit garçon qui vit tout seul avec son papa. Sa maman est partie travailler à Dubaï et donc ils sont tous les deux seuls. C'est un petit garçon qui est très sensible, peut-être même un petit peu trop. En tout cas, il ne rentre pas dans les cases de la société. Et son papa, ça l'exaspère un petit peu. Et donc, dans ce roman, on va suivre Guillermo, on va suivre son papa, on va suivre sa maîtresse d'école, sa psychologue. Et donc, c'est un roman choral que nous propose l'auteur ici. Et c'est juste magnifique. C'est poétique, c'est beau, c'est émouvant. C'est un très très beau roman sur les relations père-fils, sur les relations d'un enfant avec ses parents, des secrets que l'on peut cacher et de la bienveillance parfois des adultes qui peuvent entourer les enfants. Et c'est beau, franchement, c'est très très beau. Et ça met un peu en relief aussi que parfois on veut cacher des choses à nos enfants et que ils ne sont pas bêtes et qu'il ne faut pas les sous-estimer. Parfois ils comprennent très bien les choses. Voilà. Donc c'est un excellent roman. Encore une fois, si vous cherchez quelque chose d'émouvant, si vous avez envie de vous plonger dans un roman sur les relations père-fils, celui-ci devrait vraiment vous plaire. Il est juste exceptionnel. Le dernier roman, entre guillemets, feel good dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'agit d'un roman de Virginie Grimaldi que je n'ai pas dans ma possession puisque c'est ma belle-mère qui me l'a prêté cet été.
Il s'agit du roman Et que ne durent que les moments doux, que j'ai beaucoup aimé. Alors, ce n'est pas un coup de cœur parce que j'ai préféré Il est grand temps de rallumer les étoiles et Tu comprendras quand tu seras plus grande. Mais franchement, celui-ci, c'est une excellente lecture. Je l'ai adoré. Il m'a fait pleurer, il m'a fait voyager et il m'a fait... vraiment, il m'a pris encore une fois à la gorge. Je me suis dit, oh là là, c'est incroyable. On est encore une fois sur un roman choral, mais pour le coup là il n'y a que deux personnages. On suit une femme d'une cinquantaine d'années je crois, qui a du mal à accepter que son nid entre guillemets se vide puisque ses enfants sont partis vivre ailleurs et ont pris leur envol. Et c'est un peu compliqué pour elle de se retrouver toute seule. Et on suit également une jeune femme pour le coup qui va être maman et qui accouche prématurément. Et donc c'est tout le parcours de cette maman avec sa petite fille qui est née beaucoup trop tôt. Et voilà, et donc ces deux personnages vont... Enfin, et la vie de ces deux personnages vont s'entremêler et c'est juste incroyable, c'est très très beau. Alors moi ça m'a particulièrement émue parce que quand je l'ai lu, je venais tout juste d'être maman, donc c'était juste incroyable pour moi de lire ce roman-là à ce moment-là. Mais même si vous n'êtes pas maman, même si vous n'êtes pas en phase de le devenir, même si voilà, vous n'avez pas d'enfant ou vous n'en voulez pas, sachez que ça reste quand même un roman très très émouvant et je vous le recommande puisque encore une fois, Virginie Grimaldi a le don d'appuyer là où ça fait mal et vous allez voir qu'au bout de quelques pages, les larmes couleront toutes seules, vous ne s'en apercevrez même pas. Voilà, donc très très beau roman que je vous recommande à 100%. N'hésitez pas, allez-y les yeux fermés. Pour continuer cette vidéo, je vous propose 3 romans contemporains cette fois-ci qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont énormément marqué pendant cette année 2022. Et je commence tout de suite par Rosa Dolorosa de Caroline Dorca Fenech, que j'ai adoré, tout petit roman. Si vous avez envie de quelque chose d'assez court, prenez-le, vraiment. Bon alors il n'y a pas que le fait qu'il soit court, hein, mais Rosa Dolorosa c'est un excellent roman. Il parle de la relation entre une mère et son fils étant accusé de relation pédophile avec un enfant qui est retrouvé mort, je crois. Hein. Oui, je crois que c'est ça. Et donc c'est la relation assez incroyable entre cette femme et son fils. Et c'est extrêmement bien décrit. En fait, c'est assez dingue parce que dans ce roman, Caroline Dorca Fenech prend le parti de s'attacher surtout à la maman et aux sentiments de la maman. Et donc on parle de son fils bien sûr, mais c'est pas du tout la vision de son fils qu'on a, c'est vraiment la vision de sa maman. Et en fait on peut pas s'empêcher de se mettre à sa place en se disant mais comment je réagirais à sa place, enfin vraiment. Et c'est un roman coup de poing, c'est un roman qui, malgré le fait qu'il fasse à peine 250 pages, c'est vraiment un roman qui vous marquera. C'est... moi je l'ai terminé, je m'en suis même pas rendu compte, je l'ai dévoré ce roman, et honnêtement, je ne peux que vous recommander de le lire, parce qu'il va vous marquer, parce qu'il va il va laisser une trace indélébile je pense, et lisez-le et revenez me dire ce que vous en avez pensé, mais je pense pas me tromper en vous disant que vous ferez un excellent choix en vous plongeant dans ce roman. Autre livre contemporain qui m'a énormément marqué cette année, roman qui est sur un sujet d'actualité assez brûlant, il s'agit de Mercy Street de Jennifer Hay, je sais pas trop comment ça se dit, bref. Publié chez les éditions Gallmeister. En l'occurrence, c'est un roman qui parle de l'avortement aux États-Unis. Donc autant vous dire que c'est un sujet brûlant, un sujet qui a connu de nombreux rebondissements cette année, donc c'était vraiment intéressant de découvrir ce sujet à travers la plume de cette autrice, et j'ai énormément apprécié. Dans ce roman, on suit Claudia, je me demandais comment elle s'appelait, Claudia, qui travaille dans une clinique qui pratique l'avortement. Et donc Claudia, elle va se retrouver à devoir faire face à tous les personnes pro-vie, hein, je sais pas comment on appelle ça. Bref, oui, c'est ça. Les personnes catholiques pratiquantes pro-vie qui manifestent tous les jours devant la clinique leur mécontentement. Et en fait, c'est toute son histoire,
toute sa vie. Alors tout ne tourne pas autour de l'avortement quand même, il faut le savoir, il y a quand même toute l'histoire de Claudia qui se déroule en parallèle de tout ça, mais en toile de fond vous avez quand même ce débat sur l'avortement qui est extrêmement bien mené par l'autrice, extrêmement bien abordé. J'ai particulièrement aimé sa plume, j'ai aimé son univers, j'ai aimé la façon dont elle décrivait les choses, et ça nous rappelle à quel point, malgré tout l'intérêt que l'on peut avoir pour les États-Unis, malgré cette vision un peu enchanteresse qu'on peut avoir de ce pays-là, eh bien tout n'est pas rose, loin de là. Le dernier roman contemporain dont voulais vous parler, je ne l'ai pas en ma possession puisque je l'ai prêté à ma sœur. Je crois que c'est le roman contemporain le plus incroyable que j'ai pu lire cette année. C'est vraiment mon roman coup de poing, mon roman... Enfin vraiment c'est... Je saurais même pas comment vous l'expliquer tellement c'est un roman qui a eu beaucoup d'échos, que j'ai trouvé juste incroyable. Il s'agit de 8 battements d'ailes de Laura Trompette. C'est un roman qui vient dénoncer les différentes inégalités que l'on peut avoir en tant que femme, tout simplement, les violences faites aux femmes, tout ça. C'est un roman qui se passe pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19. Et c'est un roman choral où on suit 8 femmes différentes dans 8 coins du monde différents et c'est juste dingue. C'est un véritable appel à la sororité, c'est un véritable appel à la solidarité, c'est incroyable ce roman. C'est incroyable parce que ça met en évidence des choses qui sont très très dures, des choses qui sont vraies, des situations qui sont très très compliquées à gérer, mais à côté de ça, ça met aussi en évidence que on peut se serrer les coudes, qu'on peut y arriver et que c'est important vraiment d'avoir cette solidarité et cette sororité qui se développe de plus en plus dans le monde parce que sans ça, on aura du mal à faire face à toutes ces inégalités et à tous ces problèmes que l'on peut voir de plus en plus nombreux chaque jour et c'est juste assez incroyable. Moi j'ai adoré ce roman de Laura Trompette, c'était le premier que je lisais de l'autrice, j'en ai pas lu d'autres, mais je pense que encore une fois ce ne sera pas le dernier. J'ai beaucoup aimé, j'ai aimé sa plume, j'ai aimé cette façon de décrire les choses et je l'ai rencontré lors du printemps du livre de Montaigu cette année et ça a été une très chouette rencontre. J'ai trouvé que c'était une personne très gentille et une personne qui savait de quoi elle parlait et franchement c'est très agréable et très appréciable de discuter avec elle et d'échanger sur tout ça. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de la rencontrer dans un salon, demandez-lui de vous parler de ce livre parce que moi, quand elle m'en a parlé, je me suis dit ah mais celui-là, il me le faut. Enfin, je peux pas passer à côté du battement d'elle, clairement. Et bah, elle avait raison. Je n'ai pas pu passer à côté de ce roman et je pense que c'est le roman de 2022 que je retiendrai plus que les autres peut-être parce que c'est vraiment un énorme coup de cœur, c'est vraiment extrêmement bien fait et merci Laura Trompette pour ce livre parce que ça sonne extrêmement bien, ça sonne extrêmement juste. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de 3 romans historiques qui m'ont particulièrement marqué pour cette année 2022. Le premier, ça doit être d'ailleurs la première lecture que j'ai dû faire en 2022, je l'ai lu tout début janvier, c'est Pachinko de Min Jin Lee. Que j'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur aussi ce roman-là. C'est une énorme brique parue chez Charleston, mais il me semble qu'il est paru en poche. Alors peut-être pas chez Charleston, mais il est paru en poche, ça c'est sûr. C'est un roman qui se passe dans les années 1930 en Corée, enfin à moitié en Corée et à moitié au Japon. Je ne connaissais encore une fois, je ne connais pas trop d'ailleurs l'histoire de la Corée et du Japon, mais ça vient raconter l'histoire d'une femme coréenne qui ne va pas avoir d'autre choix que de se marier avec un homme qu'elle n'aime pas forcément d'ailleurs, puisqu'elle elle se retrouve enceinte et voilà, et c'est toute sa vie et c'est notamment toute l'explication un peu du racisme qu'il peut y avoir au Japon par rapport aux Coréens. Enfin voilà, c'est une période historique bouleversante, c'est une période que je ne connaissais pas, c'est un roman extrêmement bien fait, c'est une fresque familiale incroyable. Et si vous ne connaissez pas cette période historique, si vous ne connaissez pas trop l'histoire du Japon et de la Corée, si vous avez envie de vous ouvrir à cette période de l'histoire, parce que c'est pareil, vous pouvez ne pas avoir envie, mais si vous avez envie de le faire,
Celui-ci, je pense que c'est un très bon roman pour commencer cette découverte de cette période-là. C'est vraiment, vous aurez un très bon aperçu, je pense, de toute la période entre 1930 jusqu'à maintenant presque, hein, jusqu'aux années 2000, quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment une fresque familiale qui se déroule sur plusieurs générations que vous avez dans ce roman-là, et je trouve que c'est très très bien pour avoir un bel aperçu de la période historique, pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe au Japon, pour comprendre tout ce qui s'est passé en Corée aussi, et, Pachinko, vraiment, ça a été mon premier coup de cœur de l'année et j'ai trouvé que c'était exceptionnel. Autre roman coup de cœur que j'ai adoré de ce début d'année, j'ai dû le lire juste après Pachinko d'ailleurs, je l'ai pas là, je sais pas où je l'ai mis. Il s'agit du roman Le Paradis Blanc de Christine Hanna, que j'ai adoré. Je le classe dans les romans historiques parce que c'est quand même un roman qui est lié à la guerre du Vietnam. C'est pas une période historique très éloignée de la nôtre, ça reste quand même une période historique assez contemporaine, mais c'est un roman qui se passe en Alaska. C'est la vie d'un homme qui revient de la guerre du Vietnam, qui est complètement détruit par cette guerre du Vietnam et qui va faire vivre un véritable enfer à sa femme et à sa fille. Il va les emmener en Alaska, là où il n'y a strictement rien, clairement. Et ça va être très très difficile pour sa femme et pour sa fille de se construire dans dans cet environnement un peu hostile. C'est un roman que je vous conseille de lire en hiver si vous avez envie de le découvrir, parce que c'est un roman qui se passe en Alaska, donc du coup vous avez la neige, vous avez tout ça, et c'est vraiment très très bien. Très bon livre à lire avec une bonne tasse de thé bien chaud et bien au coin du feu là, très très bien. C'est extrêmement marquant, extrêmement parlant. Ça a été un immense coup de cœur ce roman. Je pense qu'avec Pachinko, ce sont les deux romans du début d'année qui m'ont le plus marqué. Et je les ai particulièrement appréciés, particulièrement adorés. Et je les recommanderais les yeux fermés. Que ce soit Pachinko ou Le Paradis Blanc, vous pouvez y aller, ça vous plaira, c'est sûr. Si vous aimez les romans historiques, si vous aimez les fresques un peu familiales, si vous aimez des personnages forts, des personnages charismatiques, vous allez retrouver ça dans Pachinko et dans Le Paradis Blanc. Donc allez-y, faites-moi confiance, vous allez aimer. Bon, ensuite je triche un peu parce que je vous avais dit que je vous en présenterais 3, mais finalement j'en ai 2 autres que j'ai beaucoup aimé cette année, que je n'ai pas réussi à départager, donc je vais les mettre sur la même lignée, on va dire. Même si ce sont des romans qui n'ont strictement rien à voir, ce sont des romans que j'ai beaucoup aimés, mais pour lesquels je n'ai pas eu un aussi gros coup de cœur que Pachinko ou que Le Paradis Blanc. Le premier, c'est La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka, qui a été publié par les éditions Hurlevent, qui est sorti en cette fin d'année, que j'ai lu en cette fin d'année aussi, que j'ai particulièrement apprécié, qui se passe à la cour Victoria, donc en Angleterre, hein. Et donc on suit une héroïne au tempérament assez prononcé, une héroïne assez charismatique, je n'ai plus son prénom, Elena, voilà. Elena, et on suit toute la vie d'Elena, on suit sa vie à la cour, on est sur une ambiance à mi-chemin entre une ambiance à la cour d'Angleterre, donc un petit peu style les chroniques de Bridgerton, et à mi-chemin avec une ambiance à la Dickens, parce que vous avez aussi beaucoup de scènes qui se passent dans les bas-fonds de Londres, et c'est juste très très bien décrit. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce roman, c'est justement les recherches que l'autrice a faites. On se sent complètement embarqué dans le Londres de cette époque-là, et c'est juste incroyable, vraiment. Donc d'un point de vue historique, j'ai trouvé que c'était exceptionnel, c'est très bien fait. Alors je ne sais pas si tout est vrai, mais en tout cas, je trouve que l'autrice décrit tellement bien les choses qu'on a vraiment, on se sent vraiment plongé, on se sent embarqué, c'est complètement immersif, et ça fonctionne extrêmement bien. Donc si vous avez envie d'un roman qui se passe à Londres à cette période-là, celui-ci vous plaira forcément, puisque vous avez un aperçu assez global, hein. C'est un peu comme Pachinko, vous avez un bel aperçu en quelques pages, vous avez un aperçu aussi bien de la haute bourgeoisie que des bas-fonds et du bas peuple, on va dire, de Londres. Donc c'est juste très très bien fait. Vraiment,
pareil encore une fois, je vous recommande de découvrir ce petit bijou. L'autre roman que je vais mettre sur la même lignée, la même rangée que La Duchesse de Buckingham, c'est un roman que je n'ai pas là non plus parce que je ne sais pas ce que j'en ai fait, j'ai dû le ranger dans la bibliothèque, je ne l'ai pas retrouvé. Il s'agit d'un roman de F. Chase, Un manoir en Cornouailles, pardon. Pas le manoir en Cornouailles, Un manoir en Cornouailles, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps en lecture commune avec Nathalie, du compte Natty Scarlett, que je vous remettrai en bas. J'ai adoré cette lecture commune, j'ai adoré ce roman, j'ai beaucoup aimé, ça a été un petit coup de cœur. Ça n'a pas été un gros coup de cœur parce qu'il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangée, mais franchement, globalement, j'ai apprécié l'ambiance. Là aussi, c'est un roman qui se passe en Angleterre, vous l'aurez compris, ça se passe en Cornouailles, et en fait, c'est un roman avec une double temporalité où vous suivez une jeune femme qui veut se marier, qui découvre le manoir en Cornouailles, qui fait écho en elle, et elle a vraiment envie de se marier là. Et en fait, au fur et à mesure, elle va découvrir un petit peu toute l'histoire de la famille qui vivait dans ce manoir. Et c'est juste très très bien fait. C'est un très beau roman. Alors je l'ai classé dans un roman historique, mais j'aurais pu le mettre dans saga familiale ou dans roman à double temporalité. Je sais pas trop comment on peut le cataloguer, mais en tout cas, si vous avez aimé des ambiances type Kate Morton, par exemple, les brumes de Bridgerton, pas du tout, les brumes de Riverton, pardon, ou L'Enfant du lac, par exemple, de Kate Morton aussi, c'est tout à fait le genre de roman qui devrait vous plaire. On est sur le même genre d'ambiance, on est sur une ambiance un peu pesante avec beaucoup de secrets de famille, on sent qu'il y a des choses qui se passent et c'est extrêmement bien fait. Il y a une belle double temporalité. Bien évidemment, comme d'habitude, il y a toujours une période que j'ai préférée, là en l'occurrence c'était la période au passé qui m'a un petit peu plus embarquée que la période au présent. Mais globalement, pour moi, ça a été une très très chouette découverte, donc c'est pareil, même si ça n'a pas été un roman qui a convaincu tout le monde, je pense qu'il mérite largement sa place dans ce bilan de l'année 2022 et je vous recommande de vous lancer dans la découverte d'un manoir en Cornouailles. Pour terminer, je voulais vous parler d'un premier petit bonus et j'en ferai un deuxième après. Le premier petit bonus que je voulais vous présenter, c'est un bonus saga familiale, puisque j'ai découvert cette année une saga familiale que j'aime beaucoup. Le troisième tome sort au mois de janvier, si je ne m'abuse, je crois que c'est ça, janvier-février il me semble, chez Charleston. Donc c'est une saga publiée aux éditions Charleston, mais moi je ne l'ai pas lu. Je l'ai écouté en audio sur Audible, les 2 premiers tomes. Il s'agit de la saga Les rêves de nos mères de Karine Pitoki, que j'en suis totalement tombée amoureuse de cette saga. J'adore cette saga. Le premier tome s'appelle donc Les rêves de nos mères, le deuxième tome s'appelle Les cendres sous les coquelicots, et le troisième tome, je n'ai plus le nom en tête. Si je le retrouve, je vous le mettrai là aussi. C'est une saga familiale qui se passe juste avant la Première Guerre mondiale, enfin en tout cas dans le premier tome, on est aux prémices de la Première Guerre mondiale, et on suit une jeune lady qui a perdu son mari dans un incendie, qui donc va donner naissance à son enfant toute seule, voilà, génial. Et en fait, c'est une jeune femme avec beaucoup de caractère, une jeune femme qu'on a envie de suivre. Elle est souvent accompagnée de sa cousine Emily, qui est un personnage détonnant. Enfin, franchement, je suis trop fan de ce personnage. Et en fait, c'est un peu toute leur vie, tout leur combat. Ce sont des femmes fortes, on le sent, et ce sont des femmes qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Et donc Lady Julia va renouer un petit peu avec son amour de jeunesse, Will Murphy. Will Murphy, je le compare très souvent à un des membres de la famille des Peaky Blinders, si vous connaissez la série. C'est un peu cette ambiance-là, ambiance un peu gang, voilà, c'est un petit peu particulier. Ça c'est sur le premier tome, le deuxième tome se passe pendant la Première Guerre mondiale et c'est juste exceptionnel. Je pense que j'ai même préféré le deuxième tome au premier, mais c'est
c'est juste parfait. Moi j'ai adoré cette saga, j'adore, 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 et je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir le troisième tome, que j'aimerais beaucoup écouter en audio aussi, histoire de continuer un petit peu, mais qui dit l'écouter en audio dit attendre un petit peu, hein, puisque bon, il va sortir en janvier-février, j'imagine que le livre audio va sortir un petit peu plus tard, mais bon. En tout cas, si vous avez envie d'une nouvelle saga familiale pour l'année 2023, que vous ne savez pas dans laquelle vous lancer, celle-ci, franchement, vous pouvez y aller, ça devrait vous plaire. Dernier petit bonus pour cette vidéo bilan 2022, et je pense que j'aurai fait le tour de cette belle année livresque que j'ai beaucoup appréciée. Dernier bonus, c'est le bonus auteur chouchou. J'ai découvert beaucoup d'auteurs, hein, comme vous vous en doutez, pendant cette année 2022, mais il y a un auteur particulièrement que j'ai adoré et que j'ai apprécié découvrir. En plus de ça, j'ai eu la chance de le rencontrer, donc je pense que c'est pour cette raison aussi qu'il est un petit peu, en tête de liste, on va dire. Il s'agit de Julien Sandrel, puisque cette année j'ai eu l'occasion de lire son dernier roman, Merci, Gradier, Thank You, et j'ai également lu Vers le soleil, un roman que je n'avais pas encore découvert. C'est donc cette année que j'ai découvert sa plume. Je n'ai pas lu les autres romans qu'il a pu écrire, je n'ai pas lu La Chambre des Merveilles, je n'ai pas lu, je sais plus ce qu'il a écrit d'autre d'ailleurs, mais je les ai pas tous lus. J'ai lu ces deux-là et vraiment ça a été une excellente découverte. J'ai adoré son univers, j'ai adoré sa plume, très émouvante. On est sur du roman un petit peu feel good là aussi, mais du feel good plus, un peu comme les romans que je vous ai présentés, type Virginie Grimaldi, Alejandro Palomas ou Julien Rampin. On est sur des romans avec une véritable morale à la fin, avec beaucoup d'émotions qui vous emportent, qui vous embarquent, qui vous font pleurer. Et ben vraiment, Julien Sandrel, on est dedans. J'ai adoré celui-ci, j'ai adoré Vers le soleil, qui parle d'une relation entre un père entre guillemets adoptif et sa fille, c'est même pas un père entre guillemets, c'est un père adoptif et sa fille, hein, voilà. Merci Gradier, Thank You, c'est une belle histoire avec une grand-mère qui se passe à New York, et c'est juste mais, exceptionnel. C'est très très bien fait, j'ai vraiment adoré, et donc voilà, si vous ne connaissez pas la plume de Julien Sandrel, si j'ai un conseil pour vous, pour cette année 2023, c'est de vous lancer dans la découverte de cet auteur. Moi, c'était un auteur que je ne connaissais pas, qui était vraiment méconnu pour moi, et c'est un auteur que j'ai adoré. Quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, j'ai eu la chance de le voir dans une toute petite librairie où on était trois à faire la queue. À chaque fois que je le vois en salon, il y a des queues de 2 heures devant pour pouvoir ne serait-ce que l'approcher. Donc là, j'en ai vraiment profité, j'ai vraiment aimé discuter avec lui. C'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant, qui a une vie très spécifique, très particulière, qui a un attachement particulier à l'Italie, et c'est juste incroyable de l'écouter parler. Enfin, moi j'aurais pu l'écouter pendant des heures, hein, honnêtement. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que si jamais il sort un nouveau livre en 2023, eh bien moi je fais la queue devant la librairie pour avoir l'exemplaire en avant-première, hein, croyez-moi. Voilà, et j'espère bien découvrir le reste de sa bibliographie cette année. Et voilà, c'est tout pour moi pour ce bilan 2022. J'espère que vous aurez noté des lectures qui vous font envie, des lectures que vous aurez envie de découvrir pour cette année 2023. Si ce sont des livres que vous avez déjà lus ou que vous comptez lire, je suis preneuse de vos retours, n'hésitez pas, je serais enchantée à l'idée de discuter avec vous de ces lectures. Peut-être que vous n'avez pas le même avis que moi sur les différents livres que j'ai pu vous présenter, c'est fort probable. Eh bien écoutez, n'hésitez pas, on en discute. Et si j'ai pu vous donner envie d'en lire certains, eh bien je suis plus que ravie. Je suis vraiment très contente en tout cas de cette année littéraire 2022. J'ai fait des très très belles découvertes. Alors bien sûr il y a eu des flops, je vous en ai pas parlé ici, mais il y a eu des flops. Mais voilà, c'est normal, hein, tous les livres ne peuvent pas nous plaire à chaque fois, donc c'est logique. En tout cas, ça a été une très belle année, une année très riche en échanges avec vous, en découvertes avec vous. Ça a été l'année de la création de mon compte Bookstagram, donc je suis très contente. L'année aussi où cette chaîne YouTube a pris un petit peu plus d'ampleur et j'en suis vraiment très 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 ravie. Je suis
contente de savoir que je vais pouvoir continuer à discuter avec vous sur l'année 2023 et j'espère qu'elle sera aussi riche que cette année 2022. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve dans d'autres vidéos à venir. Allez, ciao!